tous. Je pense que la plupart du public concerne des étudiants. Par contre, s'il y a des personnes nouvelles dans le public et qui ne connaissent pas les débats manège, juste pour rappeler, ces cycles de débats manège ont lieu une fois par an à minima. En fait, ils sont organisés par l'école d'architecture et le centre d'art contemporain à la Marchalerie, le centre d'art de l'école d'architecture. Et ils invitent des personnalités de champs disciplinaires différents à exposer leur point de vue sur un thème qui traite d'une problématique d'actualité ou inhérente en fait à des problématiques de l'école d'architecture, d'un établissement d'enseignement supérieur en architecture et aux architectes en particulier, et sont plus largement ouverts au public. Cette année, on a souhaité renouveler un échange que nous avons initié l'année dernière dans le cadre d'un cycle de débats à manège que nous avions organisé sur le thème du paysage, avec un certain nombre de laboratoires de recherche. Et nous avons donc travaillé avec le LABEX Art H2H, le LADIS et le LEAV. Nous nous sommes appuyés sur les compétences de plusieurs intervenants, en l'occurrence Manola Antonioli, Nathalie Blanc, Émile Eudes, Vincent Jacques et Alain Millon, qui ont construit en fait le contenu scientifique de ce nouveau cycle de débat manège sur le thème de l'esthétique environnementale, sur ce thème générique de l'esthétique environnementale, créativité et environnement, pratique croisée. Donc il y aura 4 temps de rencontre. Ce soir, architecture et participation habitante, et ensuite vous aurez un petit programme à l'entrée de l'auditorium qui vous donne tout le planning précis des interventions. Vous aurez ensuite le 14 novembre et le 28 novembre une intervention, et le 12 décembre. Donc le 14 novembre, le partage du sensible urbain, le 28 novembre, esthétique et éthique de l'environnement, et le 12 décembre, plasticité des formes de vie et de création. Voilà, donc ce soir, autour de la table, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Jacques, qui est philosophe, qui introduira la séance et assurera la modération du débat. Et il est accompagné par Manola Antonioli, philosophe également, et Nicolas Heminger, qui est représentant du collectif Existe. Donc à peu près 1h30, 2 heures de présentation et d'échange avec le public, avec vous, public. Et ensuite, nous vous proposons de vous retrouver autour d'un verre dans la salle qui se trouve à l'arrière de l'auditorium pour continuer de façon un peu plus informelle les échanges si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse la parole à Vincent. Merci à toi de cette présentation du cycle. Donc, ça va se diviser comme suit. J'ai un petit discours, Manola a son petit discours, et après il y a une présentation. Donc je ne vais pas présenter monsieur, il se présentera tout seul. Tout ce que, c'est Exit, 5 architectes, des graphistes, des vidéastes, de la photographie. Et monsieur s'appelle Henninger. On se demandait si c'était NG ou Henninger, mais apparemment c'est Strasbourg. Donc Henninger. Donc moi, mon petit discours, on s'est distribué un peu les choses avec Manola. Manola parlera plutôt d'écosophie. Et moi, je parlerai du rôle de l'architecte dans le sein de... je parlerai d'économie politique, parce que c'est ce qui me semble intéressant dans tous ces mouvements Exit, AAA et autres. Et Manola, parlera d'écosophie, c'est ce qui nous semble aussi intéressant dans ces mouvements. Donc pourquoi de l'économie politique? Pourquoi le rôle de l'architecte? Parce que moi je trouve que c'est ce qui est intéressant quand on est architecte, c'est penser aussi à son métier. Donc pour ça, excusez-moi, je vais partir un peu du plus général, c'est-à-dire de Marx, la circulation de la marchandise. Donc chez Marx, c'est quoi la circulation? C'est très simple, vous avez la finance, qui est le premier niveau de la production, c'est-à-dire que vous devez avoir de l'argent. Vous avez un deuxième niveau de production qui est l'exécution, c'est-à-dire vous produisez des pots de yaourt, des bagnoles ou des services. Et après, vous avez la distribution et la consommation. C'est-à-dire la consommation, vous achetez les bagnoles, vous mangez les pots de yaourt, et où vous consommez les services. À l'époque de Marx, la sphère de la distribution était pas très développée. Aujourd'hui, la sphère de la distribution, c'est très très important dans tout. La distribution, c'est le marketing, donc c'est la pub, c'est l'image, c'est-à-dire pour faire l'intermédiaire entre le produit
le produit, le produit exécuté et la consommation du produit, il y a toute cette sphère de la distribution qui s'appelle, en commerce, le marketing. Donc vous me direz, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais en quoi c'est si intéressant pour penser l'architecture, pour penser l'art? C'est déterminant. Hein. Je crois qu'on ne peut pas penser politiquement l'art si on ne comprend pas tout ce cycle qui est le cycle de la production. Parce qu'on produit des objets, la consommation, dira Marx, c'est aussi de la production, parce que c'est vous achetez des produits et du coup vous remettez de l'argent dans le circuit, c'est le circuit de la production. Pourquoi c'est si important? Parce que si on prend, là je vais parler de certains acteurs avant de parler de ce qui me semble très intéressant dans tous ces nouveaux collectifs. Je vais parler de Godard, de Marqueur et de Koublas. D'après moi, Godard, Marqueur et Koublas ont tout compris à ce cycle de la production. Et ce qui est intéressant, c'est que Godard a fait bouger un peu le rôle de ce qu'est un cinéaste. Marqueur aussi. Et Koublas, je dirais que lui, il en profite. On verra pourquoi. Pourquoi le cinéma? C'est-à-dire que le cinéma, c'est le même circuit. Vous avez là, en cinéma, c'est très clair. Le producteur, c'est lui qui injecte l'argent. Après, vous avez le cinéaste qui est l'exécutant. Et après, vous avez le consommateur, c'est celui qui va regarder le film. Vous avez maintenant aussi le distributeur. Le distributeur, encore une fois, c'est le communicant. C'est celui qui distribue, c'est celui qui fait des figurines en plastique, qui convainc McDonald's de mettre, je sais pas, des Astérix partout, des Mickey Mouse partout. Vous avez tout un circuit, encore une fois, l'argent, l'exécutant et le consommateur. Godard, quand il a voulu faire du cinéma politique, c'est pas le cinéma politique, pour lui, évidemment, c'est des sujets politiques, mais peut-être plus intéressant que ça. Godard a dit, un vrai cinéaste engagé, c'est quelqu'un qui est partout, c'est-à-dire un cinéaste qui serait son propre producteur, qui serait son exécutant et son propre distributeur. Ça a toujours été le fantasme de Godard, c'est-à-dire, et ça beaucoup de cinéastes des années 60 l'ont fait, monter des sociétés de production pour s'autofinancer. Après, faire les films, ça c'est normal pour un cinéaste. Et après, distribuer les films, ça a été un peu plus dur. Mais même, après c'est un peu un rêve, Godard, son dernier film, qui au demeurant n'était pas très bon, Socialisme, rêvait de le distribuer via des avions, et comme ça le faire pleuvoir sur les grandes villes françaises, européennes. C'est un peu fantasmé, mais c'est toujours l'idée, de maîtriser tout le circuit. Pourquoi c'est politique? C'est bien évidemment, c'est pour désorienter ou se réaccaparer finalement toute la chaîne de la production. C'est-à-dire que si vous êtes votre propre producteur, vous n'écoutez plus les producteurs qui normalement ont qu'une idée en tête, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on fait un film pour faire beaucoup d'argent. Dans l'idée de Godard, c'est qu'on fait un film parce qu'on a quelque chose à dire. Moi je trouve que celui qui est allé le plus loin, c'est Marqueur. Pourquoi? Parce que Marqueur, lui, est allé faire jouer le cinéaste, a fait jouer les choses au niveau du consommateur. C'est peut-être là où la chose est la plus importante, c'est que dans tout ce système, le consommateur, c'est quoi? C'est quelqu'un de passif. C'est quelqu'un qui s'accapare le produit, qui le consomme, qui le regarde, je dirais en architecture, quelqu'un qui habite dans la maison. Qu'a fait Marqueur? Marqueur a créé dans la fin des années 50 ce qu'on a appelé les groupes Mévelkin. C'est que Marqueur et d'autres, il n'était pas le seul, il y avait un peu Godard, d'autres gens, mais c'est surtout Marqueur qui est allé le plus loin là-dedans. Il y avait des grèves ouvrières avant 68. Et des cinéastes se sont dit on va aller filmer ces grèves et on va du coup aider ces grévistes en les filmant et finalement en distribuant les films.
Mais là où Godard est allé plus loin, pas Godard, Marqueur, excusez-moi, Marqueur s'est dit finalement, qui suis-je pour filmer ces ouvriers, hein, qui suis-je pour filmer les luttes? Je vais plutôt apprendre aux acteurs de la lutte à filmer leur propre lutte. Hein, c'est-à-dire que le groupe Mévedkine, c'est des ouvriers, c'est des cinéastes qui donnaient les moyens aux ouvriers de faire leur propre film. Hein, c'est-à-dire que là, du coup, et c'est là où je crois que c'était radical et vraiment politique, c'est pas que le sujet, c'est dans la forme aussi. C'est-à-dire que là, vous avez des films qui sont faits par les acteurs intéressés par le film. Hein, c'est-à-dire que là, vous avez plus des simples consommateurs de cinéma, vous avez des gens qui sont à la fois acteurs et consommateurs. Hein, donc, et là, le rôle du cinéaste, évidemment, change beaucoup. Hein. C'est plus le cinéaste créateur, c'est plus l'artiste qui déploie sa vision du monde. C'est un terme que Deleuze va reprendre à un autre cinéaste, canadien-français, qui s'appelle Pierre Perrault. Le cinéaste devient un intercesseur. Un très beau mot de Perrault, intercesseur, c'est-à-dire que le cinéaste amène de son savoir aux gens pour que les gens mettent en forme leur vie, leur discours en cinéma. Donc vous passez d'un cinéma créateur, dans un système de marché quand même, à quelque chose de plus collectif. Et surtout, vous atténuez le côté passif du consommateur, c'est-à-dire celui qui consomme le film. L'architecture, pourquoi je disais que Koulas avait tout compris, c'est que dans l'architecture, vous avez la même chose, vous avez les producteurs, vous avez l'argent, donc l'argent c'est l'État, c'est Bouygues, maintenant c'est le public et le privé souvent, c'est les deux. Vous avez l'architecte qui est l'exécutant, qui fait les bâtiments. Et vous avez le consommateur, c'est peut-être un peu violent, mais c'est ça aussi, le consommateur qui est l'habitant. L'habitant, il peut acheter des logements, il se fait imposer des logements, en tout cas, il consomme le produit de l'architecte et la volonté, souvent, du producteur. Le système de l'architecture est aussi assez rigide parce que je dirais que l'exécutant est aussi très cadré, c'est-à-dire qu'en France vous avez l'ordre des architectes, vous avez l'HMNOP, c'est-à-dire que ici, moi et Manola on forme des architectes, mais c'est un peu, je ne dis pas que c'est de la rigolade, mais la sanction institutionnelle c'est l'ordre des architectes, c'est quelque chose de massif. On verra pourquoi aussi j'insiste là-dessus, parce qu'on verra que les nouveaux architectes, ils ont des problèmes avec l'ordre, ils ont des problèmes avec l'HMNOP, et c'est pas pour rien. Donc, l'architecte, traditionnellement, c'est un exécutant, c'est-à-dire qu'il va chercher l'argent dans un système de concours et d'appel d'offres chez le producteur, et après, il distribue son projet, et puis les gens habitent dedans, ils sont contents ou pas, ils s'en fichent un peu, c'est pas son problème. Pourquoi je dis que Koulas a tout compris, c'est que Koulas, il était architecte. Il a son cabinet d'architecture qui est l'OMA, qui est un collectif d'architectes, et il s'est dit c'est pas assez, je vais créer l'AMO, qui est l'inversion de OMA, vous aurez compris. Qu'est-ce que l'AMO? L'AMO, c'est l'architecte qui du coup se met dans la sphère de la distribution. OMA, c'est quoi? C'est la fabrication d'images, fabrication de connaissances et recherche de finances. Donc à la fois l'AMO, c'est à la fois la distribution et c'est un essai de récupérer la production, le financement. C'est-à-dire que là c'est l'architecte, déjà je dirais que c'est pas pour des raisons politiques, je dis pas que, là je suis pas en train de dire que Koulas c'est pas bien, mais disons que c'est pas, sûrement pas quelqu'un d'extrême gauche. Mais c'est quelqu'un qui a tout compris, c'est-à-dire que là, la puissance de Koulas, d'après moi, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un architecte, mais c'est un architecte qui s'est fait avec AMO un cabinet concentré que sur la distribution, c'est-à-dire le marketing, fabrication d'images, fabrication de connaissances, mais connaissances, on sait maintenant que la connaissance est aussi une valeur. Et finance, tout ce qu'il y a fait avec Prada et tout, vous connaissez. Donc,
Vous me direz, mais exit là-dedans, les AAA. Ben justement, moi, ce qui me frappe, ce que je trouve intéressant, c'est que tous ces collectifs jouent dans ce circuit de distribution-production. Pourquoi ? Parce que, comme je disais que Godard, finalement, voulait maîtriser toutes les sphères, mais ne maîtrisait pas, n'avait pas une pensée de la consommation, et c'est Marqueur qui l'avait, je dirais que la Koulas maîtrise pour son plus grand profit toutes les sphères de la production, sauf celle de la consommation. C'est-à-dire que Koulas, les habitants, je crois qu'il en... Bon, je dis pas qu'il en a rien à foutre, on peut pas dire ça comme ça, mais c'est pas son principal... En tout cas, je veux dire, c'est pas une architecture participative. On peut sûrement faire une architecture non participative et s'intéresser aux habitants, mais c'est vrai que, en tout cas, les habitants ne sont pas impliqués dans le projet, comme les ouvriers étaient impliqués dans l'objet filmé chez Marqueur. Et tous ces nouveaux architectes, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, déplace le circuit en développant une nouvelle réflexion autour de, c'est ça, qu'est-ce que la consommation d'habitat, qu'est-ce que la création de l'habitat avec les habitants. C'est-à-dire que l'architecte n'est plus un simple exécutant. L'architecte est un exécutant avec le consommateur, celui qui va vivre dans le produit, dans l'objet exécuté, et le projet se fera entre l'architecte et le consommateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça crée tout un bouleversement dans le circuit typique de l'architecture. C'est-à-dire que, bien évidemment, cette architecture doit être financée, donc il y aura toujours, j'imagine, ça, vous en parlerez de l'État quelque part, l'argent il vient pas, il se crée pas, c'est pas une génération spontanée. Il n'empêche qu'il me semble qu'il y a une minoration de tout ce qui est le retour sur investissement. Parce qu'en architecture, il y a aussi du retour sur investissement. Quand Bouygues crée du logement, c'est pas que par bonté d'âme, c'est pour faire loger des gens, mais c'est aussi pour faire du profit. C'est normal, c'est leur boulot. On ne va pas les critiquer pour ça, mais il y a quand même cette idée que le producteur d'architecture, comme le producteur de cinéma, il y a aussi l'idée du retour sur investissement. Donc dans toute cette architecture, il me semble qu'il y a une minoration du côté producteur financier. Là où il y a une autre minoration, je trouve que c'est effectivement le rôle de l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte, aujourd'hui, on le sait, l'architecte certains architectes, et c'est pas une critique non plus, mais beaucoup d'architectes ont une très grande idée d'eux-mêmes, c'est-à-dire que l'architecte crée des objets. C'est-à-dire qu'il y a tout un rapport à la temporalité en architecture qui est très très particulier, c'est-à-dire que l'objet doit être périn. En discutant avec une étudiante pas plus tard que hier, qui travaillait sur le patrimoine, on était venu à dire qu'un architecte, traditionnellement, en tout cas l'architecte aujourd'hui, travaille un peu pour un patrimoine à venir. Tout ce qu'il fait, c'est du patrimoine à venir. Et finalement, quand on dit qu'on crève le patrimoine, c'est peut-être pas juste le passé, c'est aussi tous ces gens, toute cette profession. Bon là, c'est peut-être la provocation, mais qui travaillent comme si l'objet de leur production était du patrimoine à venir, c'est-à-dire quelque chose qui devrait être respecté, quelque chose de périn, quelque chose qui doit durer, pour une durée indéterminée, voire une éternité. Donc, tout ça pour dire que l'architecte, dans ce système, travaille avec quelque chose de lourd. C'est-à-dire avec cette idée d'une architecture pas durable écologiquement ou politiquement, mais durable dans le temps. C'est-à-dire, c'est ça, durable, c'est-à-dire la création d'objets. Donc, le rôle de l'architecte dans ces collectifs où on fait participer l'habitant,
où on prend en compte l'habitant, où, comme disait Bouchain, haute qualité humaine, où centré sur l'humain, c'est-à-dire qu'on construit pour des humains, donc on va consulter les humains qui vont vivre très longtemps, souvent, plus ou moins longtemps, dans ces objets architecturaux. Donc, il y a dans toute cette nouvelle configuration une dépossession, c'est-à-dire l'architecte n'est plus celui qui construit du patrimoine à venir. L'architecte rentre dans un autre domaine de temporalité, et je dirais qu'il y a une minoration aussi de son rôle de créateur, c'est-à-dire que l'architecte accepte qu'il n'est plus l'unique créateur d'un projet qui serait une pure œuvre d'art, encore une fois, comme Marqueur acceptait d'apprendre ou de faire des films avec les ouvriers, mais que ce soit les ouvriers qui filment. Donc il y a une minoration du rôle de créateur dans ce système. C'est tellement vrai que là, il y a les deux cas que je connais où il y a eu des problèmes, ou des problèmes, pas des problèmes, mais Patrick Bouchain, avec qui vous avez travaillé, je crois, n'est pas à l'ordre de l'architecte. Et ça va peut-être changer, mais l'année dernière, Sophie Ricard, qui était une étudiante de Versailles, qui a fait ses études ici, et qui a tout un projet comment dire, qui a plusieurs projets de rénovation urbaine dans des quartiers difficiles, soit dans le nord de la France et à Boulogne, s'est fait refuser, je crois, à l'école d'architecture de Lille, mais ce n'est pas des gens de l'école d'architecture, son HMNOP. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit qu'elle ne faisait pas de l'architecture. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le rôle de l'architecte, si l'architecte il devient moins un créateur et un simple exécutant, mais il devient un genre d'intercesseur, bien évidemment, le rôle de l'architecte change, et apparemment, l'ordre de l'architecte, l'ordre de l'architecte a une vision traditionnelle de l'architecture, qui effectivement, dans ce système de production où il y a la finance, les exécutants, les distributeurs et les consommateurs. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, du coup, dans ces mouvements, c'est que vous avez des architectes qui font de l'architecture et où le spectre aussi de la définition du métier se balade. Il y a tout un côté art, installation, et il y a tout un côté travail social, c'est-à-dire avec ces jardins urbains, ces événements. Bouchain a fait des théâtres, des lieux collectifs, et je crois que Sophie Ricard, c'est ce qu'on lui avait reproché, c'est-à-dire tu ne fais pas de l'architecture, c'est-à-dire tu ne fais pas des trucs lourds, périns, mais tu fais du travail social, avec tout ce que ça peut peut-être avoir de dégradant pour certains architectes. Donc, tout ça pour dire que moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que à la fois tous ces collectifs, et ça, vous me direz ce que vous en pensez, luttent sûrement contre des forces externes. Il y a les forces du marché, les institutions, les normes, les règlements, mais il y a aussi des résistances internes très très fortes. C'est-à-dire résistance interne, c'est interne à la profession, c'est l'image qu'a d'elle-même la profession d'architecte. Et ça, je trouve ça très intéressant, notamment dans une école d'architecture, chez des architectes à venir, parce que je crois être architecte aujourd'hui, mais sûrement être philosophe aujourd'hui, être cinéaste, non, mais comme les cinéastes l'ont pensé, non, mais sincèrement, la philosophie meurt aussi d'être universitaire. C'est-à-dire que penser son métier, c'est aussi penser son métier politiquement dans un système qui le fait tenir, dans le système entre l'institution et là particulièrement l'architecture, qui est dans un système de circulation et de consommation.
Bref, c'est, je crois, tout ce que j'avais à dire. En tout cas, après, il y aura un débat. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai pas trop parlé d'écologie, et ça, c'est plutôt, ce sera le ressort de Manola Antonioli, à qui je cède la parole. Donc, Nicolas aura le droit de réponse. Il peut agresser, même physiquement. Ah oui, bah peut-être qu'il peut répondre non, mais après, c'est. Après, on va. Après, tu peux. On va le faire après. Je suis pas dessus, hein, c'est un truc collectif, machin. Donc tu peux réagir. Essayer. Tout de suite ou après Après. Parce que finalement, j'ai pris quelques notes. D'accord. On va réagir après. D'accord. Bon, donc Manola Antonioli. Moi, je vais continuer dans le binôme que je représente avec. Donc, dans le binôme pédagogique que je représente avec Vincent Jacques, moi, je suis la psychorigide. Donc, je vais suivre cette tendance qui s'est installée depuis longtemps. Nos étudiants le connaissent. Donc, je vais faire quelque chose de beaucoup moins agressif à l'égard de notre invité. Bah, moi, c'est pas agressif, j'ai dit qu'il est équivalent de Marqueur en architecture. Donc, Chris Marqueur étant l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle. Je vais répartir sur l'histoire courte. Alors, nos étudiants sont habitués, les autres vont être choqués, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, moi, je vais répartir de l'histoire récente, et donc d'une exposition dont tout le monde a entendu parler probablement, qui est celle qui a eu lieu en 2012, au pavillon de l'Arsenal du mois d'avril au mois d'août, qui s'intitulait Réarchitecture, recycler, réutiliser, reconstruire, nouvelle fabrique de la ville européenne, qui a eu le mérite de donner une visibilité à toutes les démarches d'une nouvelle génération d'architectes européens, dont Nicolas fait partie, qui sont souvent réunis en collectif. Donc je pense que cette dimension collective n'est pas due au hasard. C'est vraiment fondamental. Je pense que Nicolas nous en dira quelque chose, mais ce n'est pas un hasard que vous n'avez pas des architectes stars qui présentent leurs projets en leur propre nom, au nom de leur propre agence. Vous avez des collectifs à effectifs variables qui se modifient en fonction des projets, en fonction des rencontres, etc. Et ça, c'est quand même un changement d'approche que je trouve assez important. Donc, cette exposition a donné une visibilité à ces collectifs qui étaient engagés dans des projets durables et participatifs de réinvention des espaces urbains. Durable, on ne le prend pas au sens du syntagme terrifiant développement durable qu'on a assez discuter dans nos cours pour y revenir, mais durable, ça veut dire beaucoup de choses. Durable dans le sens qu'il y a une recherche, une nouvelle inscription dans la temporalité. Durable, ça veut dire une dimension écologique. Durable, ça peut vouloir dire beaucoup de choses sur lesquelles il faut peut-être encore travailler. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'exposition présentait 30 projets de 15 agences qui venaient de Paris, d'Amsterdam, de Berlin, de Bruxelles, de Londres, Madrid ou Rotterdam, et décrivaient toutes les phases de leur conception, la dimension participative, justement, dont il est question ce soir, aussi les conditions de commande et de réalisation, à travers des vidéos, des dessins, des entretiens, des plans et des photos. Entre parenthèses, je trouve que la scénographie était nulle, comme très souvent au pavillon de l'Arsenal, pour la simple raison qu'au pavillon de l'Arsenal, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de scénographe, donc il faut faire la scénographie par je ne sais pas qui, alors que le scénographe, il a quand même dans les projets d'architecture un rôle d'exposition, etc., un rôle essentiel qu'on a du mal à faire reconnaître en France, mais le contenu était extrêmement intéressant. Donc, encore pour rester dans cet épisode d'histoire récente, il y avait l'atelier d'architecture autogérée, nos chers AAA, qui a été cofondé en 2001 par Constantin Petcou et Donna Petrescu à Paris, et qu'on a invité dans ce même amphi il y a 2 ans, je crois, qui avait présenté un projet, Passage 56, qui est déjà devenu, dans la courte histoire de l'architecture participative, une sorte de classique. Le projet Passage 56, c'est un projet qui a été conçu dès le départ avec l'implication des habitants du quartier Saint-Blaise dans le 20e arrondissement de Paris,
dans le cadre d'un chantier d'insertion des jeunes en difficulté, en utilisant des techniques constructives écologiques et qui, effectivement, aspiraient à s'inscrire dans une dimension durable. C'est-à-dire, l'idée était qu'une fois les architectes partis, les habitants reprennent en charge ce projet et arrivent à le faire vivre. Et aux dernières nouvelles que j'en ai eues, ça marche. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que les architectes sont partis que les habitants ne savaient plus quoi faire de ce passage. Ce passage a continué à vivre. Il y avait aussi un projet qui avait été présenté par le Bureau d'études urbaines Rue du Frigo, qui a été fondé en 1995 à Bordeaux, qui présentait son atelier d'urbanisme utopique Le Bras Zéro, et il y avait le collectif Exit qui présentait un projet de kiosque temporaire réalisé avec des matériaux récupérés suite à la démolition d'un immeuble sur la place publique de Saint-Jean à Royan. Donc, le collectif Exit, comme dont Nicolas fait partie, comme beaucoup de ces collectifs dont il sera question ce soir, est une plateforme associative de projets formés en 2003, je pense, pour Exit, qui ont un effectif variable, donc on revient sur cette dimension un peu rhizomatique du collectif, de dimension européenne, Nicolas s'occupe maintenant des projets londoniens, et qui prend forme au fil des rencontres avec les habitants des lieux d'intervention. Donc une chose que Nicolas avait expliquée dans une intervention précédente dans un tout autre contexte, c'était qu'ils ne vont pas quelque part avec un projet déjà constitué qu'ils proposent aux habitants. Ils vont quelque part avec une certaine quantité de matériaux, de projets, d'études préalables du lieu où ils vont intervenir, et ensuite le projet se fait avec une étude du lieu d'intervention et avec les échanges et les rencontres avec les habitants. Donc ça se fait, vous n'avez plus l'architecte qui impose un projet préconçu à des usagers comme Vincent, aux consommateurs, comme Vincent le disait tout à l'heure, mais vous avez des architectes qui proposent, pour revenir à l'expression foucaldienne qui maintenant a été usée jusqu'à la corde, mais qui était importante au départ, une boîte du tir à des gens qui vont se l'approprier et en faire ce qu'ils considèrent important d'en faire. Donc, ces démarches semblent toutes extrêmement récentes, hein, on commence à en parler depuis quelques années. Elles sont récentes aussi dans leur inscription vraiment dans des structures formalisées, mais ce dont je veux parler ce soir, c'est que je trouve qu'elles sont aussi le fruit, même décalé d'une vingtaine d'années, d'une réflexion sur l'avenir des villes, d'un ensemble de réflexions sur l'avenir des villes qui remonte aux années 60-70. Et ce soir, je voudrais les mettre en lien avec la dimension urbaine du projet d'Éco-Sophie que Félix Guattari souhaitait développer vers la fin de sa vie. Alors, je ne reviens pas sur Félix Guattari, juste en 3 mots. C'est quelqu'un qui est un personnage absolument inclassable, qui est connu essentiellement par ses collaborations avec le philosophe Gilles Deleuze dans des ouvrages hyper commentés comme L'Empirique, Mille plateaux, qu'est-ce que la philosophie, mais qui par ailleurs avait une activité personnelle de militant politique, de psychanalyste, de philosophe, et qui a été aussi très activement engagé dans des projets d'urbanisme parce qu'il avait contribué à fonder le CERFI, Centre d'études et de recherche et des formations institutionnelles, avec des architectes, des sociologues, des urbanistes qui ont présenté des études sur l'état de la ville qui ont une importance absolument fondamentale dans la réflexion urbanistique et architecturale. Donc, Guattari est mort en 1992 et en 1989, il avait publié un petit texte, Les 3 écologies, qui parlait de ce projet d'Éco-Sophie dont on va reparler sous l'aspect urbain et architectural. Donc peu après sa mort, elle est morte au mois d'août 1992, la revue Chimère, dans son numéro 17 de l'automne 1992, a publié un article intitulé « Pratique écosophique et restauration de la cité subjective », article dont nos étudiants ont entendu déjà parler, mais qui pour l'instant n'est disponible que sur le net, en attendant que paraisse chez Ligne un volume édité par Stéphane Nadeau,
qui sera intitulé Qu'est-ce que l'écosophie et qui a actuellement environ 2 ans de retard. Hein. Donc je ne sais plus quand il va sortir. Mais l'article, si vous voulez, vous le trouvez sur Internet. Et donc, Guattari, dans ce texte, affirme que la finalisation des activités collectives qu'il appelle de ce vœu dépend pour une large part de l'évolution des mentalités urbaines. Alors pourquoi donc c'est la ville et l'urbain qui sont au centre de son projet? Puisque, pour une raison d'abord évidente, qui est citée par tout le monde, parce qu'une large part de la population mondiale vit en ville, désormais, au niveau planétaire, et que même l'économie des espaces ruraux résiduels, à son avis, là on pourrait discuter, dépend également en grande partie de l'économie et des technologies des villes. Donc, plus généralement, Guattari considérait au tout début des années 90 que tout le cadre traditionnel de pensée concernant la distinction entre ville et nature était appelé à évoluer et que, je cite, ce qui subsistera de la nature devrait donc devenir l'objet d'autant de soins que le tissu urbain. On peut lire aussi la phrase en sens inverse et dire que ce qui subsistera du tissu urbain devra devenir l'objet d'autant de soins que la nature, hein, pour rentrer dans une pensée de l'écologie élargie. Hein. Et donc que les opinions publiques urbaines seraient appelées à penser leurs problèmes sous fond d'écologie planétaire. Sachant que dans son langage, l'écologie ne concerne pas simplement une dimension purement environnementale, mais inclut également une perspective psychique, sociale, esthétique et technologique. Donc, si les villes ont toujours été dans l'histoire des lieux d'émergence de modèles d'habitation et de cohabitation très différents les uns des autres, alors le texte de référence pour Guattari ici, c'est un magnifique texte de Fernand Braudel, que j'invite tous les étudiants à lire, qui s'appelle La Méditerranée, hein, dans lequel Braudel a mis en évidence comment, au cours de l'histoire, on a eu l'émergence de villes-mondes dont chacune présentait un modèle de développement singulier. Anvers au XVIe siècle, Amsterdam au début du XVIIIe, Londres à partir de la fin du XIXe, Londres à partir de la fin du XVIIIe, Paris au XIXe, etc. Maintenant, l'extension du réseau planétaire d'équipements matériels et immatériels provoque au contraire une standardisation de modes de vie urbains et des subjectivités des habitants des grandes villes. Donc, si dans l'histoire, la ville a été un lieu de différenciation des modes de vie, depuis le phénomène qu'on appelle, avec un mot de plus en plus barbare, la mondialisation, la ville est devenue un lieu de standardisation des modes de production, des comportements, des modes de vie. À partir de la fin du XXe siècle et suite donc au processus qu'on vient d'évoquer, les centres urbains mondiaux ont laissé la place à un archipel de villes. Hein. Maintenant, on ne pourrait pas dire qu'il y a une ville qui constitue la référence planétaire, mais on se réfère à un réseau de villes-mondes, hein, connectés par les nouvelles technologies, connectés par les voies de communication et de transport rapide. Je vous cite un petit passage qui vient de la page 5 de cet article. La ville-monde de la nouvelle figure du capitalisme mondial intégré s'est donc profondément déterritorialisée. Ces diverses composantes se sont éparpillées sur un rhizome multipolaire urbain enserrant toute la surface de la planète. Donc, l'homogénéisation des équipements urbains et des mentalités des habitants des villes, notamment en ce qui concerne les élites urbaines, hein, les élites qu'on appelle mondialisées, n'a cependant pas effacé, mais plutôt exacerbé les différences de standing et de richesse entre les zones d'habitat. Hein. Vous savez tous que les inégalités ne passent plus désormais exclusivement entre des centres riches et des périphéries pauvres, mais entre, écrit Guattari, des maillons urbains suréquipés technologiquement et informatiquement, et entre des zones d'habitat médiocres pour les classes moyennes et des zones quelquefois catastrophiques de pauvreté. Donc c'est un constat qui croise celui du sociologue Jacques Donzelot dans le texte que vous connaissez tous, j'espère, qui s'intitulait La ville à 3 vitesses et qui a été repris plus récemment par Olivier Monjean dans son ouvrage sur la condition urbaine publié au Seuil en 2005. Donc l'exemple qu'évoquait Guattari au début des années 90, c'est l'exemple classique
de Rio, dans lequel vous avez une distance de quelques dizaines de mètres entre les quartiers riches et les favelas. Sachant qu'au cours des années 80, Guattari avait effectué un nombre assez considérable de voyages au Brésil. Donc si la ville se déterritorialise de plus en plus, devenant ville des flux, Ville des flux est le titre du dernier ouvrage d'Olivier Mongeant, que je vous invite à lire aussi, qui est paru très récemment en septembre 2013. Il ne faut pas oublier qu'elle se réterritorialise en même temps sur une distinction riche-pauvre qui n'a peut-être jamais été aussi visible et aiguë que maintenant. Donc, d'après Guattari, la solution ne consiste pas tellement dans le retour aux villes denses ou clôturées sur elles-mêmes, mais plutôt dans une sorte de déterritorialisation supplémentaire, libérée de la dimension exclusive du profit dont on parlait tout à l'heure à la création. Le projet écosophique appliqué au domaine urbain consisterait donc à déployer d'autres valeurs que celles d'ordre économique qui sont actuellement dominantes. Valeurs de solidarité et de partage, valeurs esthétiques, valeurs écologiques, des valeurs que je crois être partagées par les nouvelles démarches d'architecture participative dont il est question ce soir. Mais, comme Nicolas le sait beaucoup mieux que nous, et comme le savent tous les acteurs engagés dans ce genre de démarche, on ne peut pas répondre aux exigences d'une société complexe par des conceptions spontanéistes ou par une vision simpliste de l'autogestion. Tout ce qui a l'air très simple, en réalité, c'est très compliqué. Je pense que tu peux en témoigner. Guattari, il écrivait, il s'agit de faire tenir ensemble une organisation complexe de la société de la production avec une écologie mentale et des rapports interpersonnels de type nouveau. Donc la réponse à ces problématiques engage donc une multitude d'aspects qui sont socio-politiques, écologiques et éthiques, et pas seulement des solutions d'ordre économique, technologique et urbanistique qui sont pourtant nécessaires. Donc, d'après Guattari, toujours dans le même article, les villes sont devenues, avec une expression qu'il emprunte à Louis Manford, des méga-machines qui ne produisent pas seulement de la richesse, mais aussi des formes de subjectivité modelées par les équipements de santé, d'éducation, de contrôle social, de culture. Des équipements dont la dimension matérielle qui reste pourtant essentielle, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin dans les villes d'hôpitaux, de parcs, de crèches, etc. Mais il ne s'agit pas de dire que ça, parce que la dimension matérielle de ces équipements ne peut plus être séparée d'une dimension que Guattari, qui était entre autres un grand lecteur de Sartre, même si Sartre n'est plus très à la mode, n'hésitait pas à qualifier d'existentielle. Dimensions que sont la sensibilité, l'intelligence, les échanges entre les habitants. Donc, le projet écologique ne concerne pas seulement la sauvegarde de la nature, mais aussi une réinvention du champ social, mental et imaginaire, qui a été dévasté par les logiques implacables de la société capitaliste depuis le XIXe siècle. Je cite encore deux lignes. Sans transformation des mentalités et des habitudes collectives, il n'y aura que des mesures de rattrapage concernant l'environnement matériel. C'est à quoi on insiste depuis plusieurs décennies. Donc la ville ne peut plus être analysée et étudiée exclusivement en termes de spatialité, et le phénomène urbain n'est plus un problème parmi d'autres, mais une sorte de carrefour des enjeux économiques, sociaux, culturels du présent et de l'avenir. Sachant que l'avenir dont parlait Guattari en 1992 est notre présent, pour aller vite. Je cite encore, la ville produit le destin de l'humanité, ses promotions comme ses ségrégations, la formation de ses élites, l'avenir de l'innovation sociale, de la création dans tous les domaines. Et Guattari considérait, on est nombreux à le considérer encore aujourd'hui, que ces questions sont trop souvent négligées par les pouvoirs politiques qui ont tendance à les abandonner à des prétendus spécialistes, alors que les architectes et les urbanistes devraient réfléchir avec les sociologues et les psychologues, écrivait Guattari. Actuellement, on ajouterait à la liste les artistes, les philosophes, les habitants eux-mêmes, pour réfléchir à des formes de résocialisation des individus, de réinvention du tissu social qui sont destinées à accompagner la réinvention du tissu urbain. Pour aller vite, il n'y a pas de réinvention du tissu urbain s'il n'y a pas de réinvention du tissu social.
Donc Guattari suggérait donc déjà au tout début des années 90 que la création de nouveaux quartiers, la rénovation des quartiers anciens ou la reconversion de friches urbaines industrielles devrait devenir l'œuvre non seulement d'urbanistes et architectes, mais aussi de chercheurs en sciences sociales, de futurs habitants et utilisateurs de ces constructions, afin de concevoir non seulement de nouveaux édifices, mais aussi de nouvelles formes de voisinage, de culture, de sport, de prise en charge des enfants, des personnes âgées ou des populations en difficulté. Comme vous voyez, il s'agit d'un projet très ambitieux et très global. Hein. Je cite encore, là c'est à la page 14 de l'article, si vous voulez le consulter en ligne. En fait, les moyens de changer la vie et de créer un nouveau style d'activité, de nouvelles valeurs sociales sont à portée de la main. Seuls font défaut le désir et la volonté politique d'assumer une telle transformation. La chose n'a pas beaucoup évolué depuis. Hein. Donc il s'agirait ainsi d'inventer de nouvelles voies pour l'habitat, pas seulement à coup de lois et de circulaires technocratiques, le Grand Paris, le Solar Décathlon, tout ce qui va avec, mais aussi à travers ce qu'il appelle une nouvelle douceur, une nouvelle écoute de l'autre dans sa différence et sa singularité. Donc son constat, c'était nous sommes pris dans une sorte de cercle vicieux entre les politiques globales et ce que Guattari appelait des révolutions moléculaires. Très simplement, la société, la politique et l'économie ne peuvent changer sans une mutation des mentalités, mais les mentalités ne peuvent réellement se modifier que si des mutations au niveau politique et économique ne se produisent. Donc on est toujours dans un cercle. Hein. Et à son avis, l'expérimentation sociale et urbaine à grande échelle, la multiplication des projets et le climat d'émulation qui sont susceptibles de susciter, constituerait un moyen pour sortir de cette impasse. J'ai lu aussi, un ordre objectif mutant peut naître du chaos actuel de nos villes, aussi bien qu'une nouvelle poésie, un nouvel art de vivre. Alors quand Guattari parlait du chaos, il ne parlait pas de désordre, hein. Il était un grand lecteur de la théorie des sciences, donc de la théorie du chaos, notamment à travers les textes d'Ilya Prigogine et Sandel Steger. Et donc, ce qu'il exprimait, c'était une confiance dans les capacités créatrices du chaos, au sens de la théorie du chaos, c'est-à-dire au sens où des micro-événements peuvent provoquer des effets créateurs imprévisibles. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication d'expériences comme celle que Guy et d'autres ont mis en place, pourrait avoir à terme un effet global. Donc même dans le bâtiment, dans l'urbanisme, dans la réflexion autour de la ville, il ne s'agit pas d'œuvrer dans le court terme du réel, hein, réel entre guillemets, mais en fonction des bifurcations virtuelles, des transformations en cours dans le domaine du sentir au sens de l'esthétique collectif, et des modifications qu'il connaît et connaîtra, notamment sous l'influence des innovations technologiques. Je cite aussi, l'idéal serait de modifier la programmation des espaces bâtis en raison des mutations institutionnelles et fonctionnelles que leur réserve le futur. Donc ne pas œuvrer ou bâtir en fonction du court terme, dans lequel continue d'être toujours projeter les initiatives actuelles en fonction du long terme, de ce qui va se produire dans le futur. Donc l'idéal moderniste d'un habitat standard et fonctionnel qui avait été promu par la Charte d'Athènes en 1993 et qui a connu la fortune que vous connaissez tous, est aux yeux de Guattari définitivement révolu. Les architectes et les urbanistes, notamment les jeunes architectes que vous êtes, sont donc appelés à devenir des artistes polysémiques et polyphoniques, pas simplement des exécutants, comme on disait tout à l'heure, mais des artistes polysémiques et polyphoniques, engagés dans des projets toujours singuliers, ce qu'il appelait des cartographies multidimensionnelles de la production de subjectivité, qui seraient les fruits d'une interaction constante entre la créativité individuelle et collective et les contraintes d'ordre économique, réglementaire, politique et social que vous tous connaissez. Donc il ne s'agit pas de nier la réalité souvent très lourde des contraintes de tout ordre que l'architecte connaît, mais surtout d'essayer de la faire évoluer dans la confrontation avec des formes de créativité nouvelles. Le critère de réussite de ces opérations complexes, pour Guattari, à chaque fois est très simple. Comment on fait pour savoir si un projet
a atteint ses objectifs ou pas, ça se met à vivre ou ça reste mort. Hein. Moi, je trouve ça très beau. On pourrait dire aussi ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire où vous avez un projet qui bifurque, qui donne lieu à des réappropriations, qui se modifie, qui vit, où ça retombe dans l'immobilisme et l'inertie. Et donc je vais finir avec 3 lignes toujours de Guattari. La complexité de la position de l'architecte et de l'urbaniste est extrême, mais passionnante, de lors qu'ils prennent en compte leurs responsabilités esthétiques, éthiques et politiques. Et voilà. Je laisse la parole à Nicolas.